Cette conférence. Donc, je me présente. Je m'appelle Cédric Sonrel. Je suis responsable du pôle Analytics à Cybercité. Et je vais avoir l'honneur de vous faire une présentation sur l'outil Google Analytics et l'optimisation de la conversion au sein de cet outil. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la petite phrase de cette début de présentation. Donc, du trafic sans conversion, c'est un accident de trafic. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser Google Analytics, cet outil, pour tenter d'optimiser la conversion en le poussant dans ses retranchements techniques. Alors, je prends l'outil en main. Alors, petite présentation rapide de Cybercité. Cybercité, c'est 6 agences en France, 15 millions de chiffres d'affaires l'année dernière, 130 experts à votre service répartis dans différents pôles ou métiers d'expertise qui vont du référencement naturel au payant, en passant par une cellule social media au travers d'une entreprise dédiée qui s'appelle Omniso, et bien sûr d'un pôle Google Analytics pour lequel je suis responsable. Et on est aujourd'hui la première agence de trafic indépendant, on aime bien le dire. Voilà, donc nos métiers chez Cybercité, ils sont divers et variés. On couvre l'ensemble du marketing digital pour l'ensemble de nos clients. Et nous, dans notre pôle Data Analytics et Conversion, on est missionné principalement pour mettre en place des plans de marquage, faire de l'analyse de compte analytics, faire de l'analyse de contribution et d'attribution, les termes un petit peu en vogue à l'heure actuelle, et bien sûr de l'optimisation de la conversion. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à travers cette présentation. Alors, nos clients, on a des clients divers et variés, allant de Air France, autant des Cerise, à GRDF, beaucoup de clients e-tourisme et une palette hyper variée, ce qui nous permet en fait d'être toujours en effervescence par rapport aux différentes problématiques de nos clients. Alors, je suis désolé, je suis un tout petit peu gêné par le chat, j'ai tendance à regarder. Je vais parler simplement de la méthodologie qu'on a mis en place en termes d'analyse de la conversion et du X. Donc, en fait, c'est des étapes qui sont quand même assez complexes, il faut le savoir. Et donc, en fait, la première étape, c'est de notre méthodologie, ça passe tout d'abord par une phase d'analyse. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans le compte analytique de notre client et on va tenter de mettre en place tous les KPI d'analyse de la transformation, l'analyse des parcours utilisateurs et l'analyse des entonnoirs de conversion. Alors, parfois, c'est mis en place, parfois, ce n'est pas mis en place selon les différents degrés de maturité de notre audience. Mais quoi qu'il en soit, on tente de faire ces analyses. L'idée ensuite, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une série de détection. Donc, pour ça, en fait, on va utiliser souvent d'autres logiciels, comme par exemple Hotjar ou Yandex Metrica, qui sont des logiciels un peu plus dédiés à l'UX et qui vont notamment permettre de faire de la carte de chaleur, de l'analyse de formulaire, du click tracking, de manière à un petit peu identifier les zones de déperdition ou les zones de clic à l'intérieur du site. Alors, ce n'est pas des outils qui sont parfaits, mais ça aide à déceler des problématiques de conversion. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette détection, l'objectif, en fait, c'est de passer en phase de test A/B. Donc, en général, on va utiliser soit une solution qui est déjà utilisée par nos clients, soit la solution gratuite que propose nativement Google au travers de Google Optimize. Donc, là, l'idée, en fait, c'est de générer des hypothèses. Une hypothèse, c'est quelque chose de très simple. C'est se dire, on a une étape bloquante au sein de son parcours, on n'a pas suffisamment de clics au sein de telle chose. L'idée, c'est de se dire, en changeant la couleur de X, alors on va augmenter Y. Et l'idée est d'être le plus réaliste possible dans la génération des hypothèses. C'est-à-dire que si on change un wording ou la couleur d'un bouton, il ne va pas falloir s'attendre à avoir une conversion e-commerce ou une conversion de formulaire qui va augmenter. Par contre, on va augmenter le taux de clic sur ce bouton. Et donc, on va y aller étape par étape avec ces générations d'hypothèses et bien sûr ces tests d'amélioration. Bien sûr, ensuite vient la phase de mesure, validation des tests et des hypothèses. Est-ce que notre test a fonctionné? Est-ce qu'il a augmenté ou pas le KPI qu'on suivait? Et puis finalement, la mise en production. Alors, ce processus, il est long, il peut être fastidieux selon toutes les problématiques que l'on va trouver. Et là, aujourd'hui, on va plus spécifiquement s'intéresser à deux des principales étapes de cette méthodologie. La première, c'est toute la phase d'analyse, c'est-à-dire la capacité de déceler des fuites au sein de votre compte Analytics et ensuite mettre en place cette détection d'hypothèses afin ensuite de mettre les tests A/B. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, plus précisément, je vais re-rentrer à l'intérieur de cette phase. En fait, on a quatre
principales phases. La première, c'est une phase de pré-analyse. On rentre dans le compte du client et on va regarder tous les KPI qui ont été mis en place. Des fois, il y en a et des fois, il n'y en a pas. Et on va jongler avec l'ensemble des données présentes dans Google Analytics pour faire cette pré-analyse. Ensuite, en général, on va remettre toujours un plan de marquage en place. Parce qu'on va se rendre compte qu'il nous manque ce qu'on appelle des micro-conversions pour mieux comprendre ces déperditions. On est susceptible de savoir qu'il y a une fuite à l'étape 1 vs l'étape 2, mais du coup, en fait, on va mettre en place toute une série de KPI que je vais vous donner un tout petit peu plus tard dans la présentation, qui vont nous permettre d'affiner toutes nos hypothèses. C'est pas simplement l'idée de savoir, vous avez une déperdition, moi j'aimerais savoir, j'ai une déperdition, mais votre audience n'y fait rien ou fait quelque chose. Et les micro-conversions sont là pour ça. Ensuite, on laisse tourner un petit peu de temps, le temps de récolter de la donnée, et on refait une seconde analyse, plus la génération d'hypothèses, et derrière, une restitution au travers d'un plan d'action. Voilà, c'est la méthodologie qu'on a mise en place et qui fonctionne plutôt bien. Alors, je vais vous parler un petit peu de Google Analytics, parce que les bases de Google Analytics, et en tout cas les bases d'une analyse réussie, c'est quand même se dire à un moment donné, Google Analytics ce n'est pas un back-office. C'est avant tout un outil de tendance. C'est du JavaScript qui peut ou ne pas s'exécuter sur un site Internet et donc ne pas collecter la donnée. Donc, il est assez courant d'avoir sur un site, lorsque vous regardez vos transformations et que vous les comparez, par exemple, à vos données de back-office, d'avoir environ entre 5 et 15% de différence entre ces deux données. Alors, il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer cette collecte de données. La première, c'est déjà les données d'échantillonnage que vous avez dans Google Analytics. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder dans vos rapports. Au-dessus du nom du rapport dans Google Analytics, on a un petit bouclier qui peut être vert, qui peut être orange ou qui peut être rouge et qui va vous donner un taux d'échantillonnage. C'est-à-dire que parfois, dans Google Analytics, vous allez analyser des données sur 2% de vos sessions. Donc, ce qui est parfois un biais qui est quand même un petit peu compliqué à régler. Et puis derrière, on a surtout la grosse problématique actuelle, c'est la problématique de la RGPD. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont là ont mis en place une RGPD et sont en conformité avec cette RGPD, mais il faut savoir qu'on a des clients qui mettent des RGPD trop strictes, qui ne collectent pas bien ou qui collectent mal. Et du coup, on a énormément de pertes de données. Et puis, on va toujours faire ce qu'on appelle une vérification des données. Entre les données de transformation qu'on va trouver dans le back-office, donc sur un PrestaShop ou un Magento, ça va être les données de transformation e-commerce qu'on va comparer avec les données qu'on possède dans Google Analytics. Et pour d'autres typologies de sites, comme des sites de lead, ça va être les formulaires de contact ou les formulaires de devis qu'on va trouver au sein du BO et ou du CRM. Bien entendu, les bases d'une analyse réussie, c'est également la mise en place d'un plan de marquage, bien entendu. L'idée, c'est d'avoir un minimum les macro-conversions de traquer et répondant, si possible, à une véritable expression de besoin. Elle doit être réaliste, mesurable, dans l'objectif d'atteindre des objectifs de transformation et ensuite de passer à l'action. Et puis, bien sûr, une chose qui est souvent assez peu utilisée, on va configurer l'outil. L'interface de Google Analytics, au final, nécessite d'être configurée. Je vais penser, par exemple, aux restrictions d'adresse IP. Si vous avez une grosse entreprise sur laquelle vous avez du trafic entrant de la part de vos employés, supprimez ces adresses IP. Ou alors, des simples configurations, comme par exemple, vous avez la possibilité de retrouver dans Google Analytics ce qu'on appelle l'exclusion des robots et qui peuvent pourrir radicalement vos stats. Et puis, bien sûr, derrière, les configurations des objectifs et ou des entonnoirs de conversion quand il y a lieu d'en mettre en place. Alors, pour nous, je vais vous parler un petit peu de la recette idéale de Google Analytics. Pour nous, c'est un mélange de KPI de macro-conversion, de micro-conversion, d'UX et d'analyse de formulaire. Donc, on va essayer d'y aller en entonnoir. Donc, la macro-conversion, c'est ce qui va constituer votre business. Ça peut être la soumission d'un formulaire de contact pour un site de lead, un formulaire de devis pour un autre typologie de site. Ça va être du e-commerce pour tous les e-commerçants qui sont présents ici. Et bien sûr, les configurations des tunnels quand il y a lieu d'en faire. Sur un Magento, sur un PrestaShop, vous avez différentes étapes qui mènent à une conversion, ou vous pouvez également avoir des formulaires multi-étapes. Et donc, l'idée, c'est de configurer l'ensemble de ces choses. Bref, on va traquer ce qu'on appelle la macro-conversion, ce qui est le principal source de business sur votre site. Ensuite, on va donc mettre ces micro-conversions. Les micro-conversions, ça peut être
des milliers de choses. Ça va être dépendant de chaque typologie de site. Là, je vous mets quelques exemples. Vous n'allez peut-être pas nécessairement vous reconnaître à l'intérieur, mais c'est ce qui va être, par exemple, le téléchargement de PDF pour certains sites de e-tourisme, avec des brochures, avec des catalogues, des clics téléphoniques, quand on est, par exemple, sur site mobile, où on va mesurer l'intention de clic, des clics sur des mail to également, qu'on retrouve énormément sur des sites de e-tourisme également, mais également parfois sur des formulaires de contact, avec le formulaire de contact et le mail to. Et puis derrière, selon les typologies, les clics externes, des sous-étapes d'entonnoir, sur tout plein de micro-conversions au final qui vont nous aider à mieux comprendre quelque part des déperditions. Bien sûr, après, on va mettre des KPI qui sont souvent sous-estimés dans Google Analytics, c'est l'ensemble des KPI du X. L'idée, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment agit votre audience avec votre site Internet. C'est-à-dire, est-ce qu'il clique sur un bouton? Est-ce que vos CTA que vous avez placés, par exemple, en bas de page, sont-ils vus? Sont-ils cliqués? De manière à pouvoir commencer à faire des ratios. Le bouton de contact a été vu 1000 fois, mais il n'a été cliqué que 50 fois. Et commencer à générer des hypothèses. Et ça peut être derrière des items de menu, de la navigation, de manière à réorganiser un petit peu l'ensemble de vos menus, par exemple, en fonction de l'utilisation qu'en font votre audience. Et maximiser, en fait, ce qu'on appelle l'UX. Et puis la dernière brique, que je vais étoffer un tout petit peu plus après dans cette présentation, c'est des KPI qu'on a développés pour faire entièrement de l'analyse de formulaire. C'est-à-dire avoir la capacité d'analyser l'ensemble de ce qui se passe sur vos formulaires de contact, d'inscription de site, de création de compte, que vous soyez un e-commerçant ou un site de génération de leads. Voilà, alors là, je vous mets un petit screenshot de quelques types de conversions par type de site. C'est loin d'être exhaustif. Voilà, il y a des spécificités. Je vous laisserai faire un screenshot ou les regarder lorsqu'on vous partagera la présentation. C'est le minimum à avoir sur votre site Internet, bien entendu. Et c'est loin d'être exhaustif. Alors, les bases de Google Analytics, je vais essayer de ne pas être trop méchant avec vous, c'est que vous êtes certainement, vous, client, le pire analyste de votre propre site. Tout simplement parce que vous avez le nez dedans toute la journée, que vous avez fait la refonte, que vous avez développé le site et que vous pensez, au final, connaître l'ensemble des fonctionnalités de votre site. Et il y a un grand principe en termes d'analyse de la conversion qui s'appelle le principe de neutralité. Alors, c'était censé être animé, mais on a eu des petits problèmes avec le PDF. Donc, en fait, c'est difficile d'analyser soi-même un site que l'on connaît parfaitement. Et on a souvent des biais de confirmation. Alors, là, il y a pas le screenshot, mais il y a une étude qui a été faite qui tente de corréler le nombre de magasins Ikea avec le nombre de prix Nobel. C'est une étude qui est sortie, qui est très sérieuse. Et en fait, le constat, c'est que plus il y a de magasins Ikea, plus il y a de prix Nobel. Et fatalement, comme il y a eu énormément de prix Nobel en Suède, c'est en Suède où il y a le plus de magasins Ikea, l'analyse a fini par dire il y a une relation entre le nombre de magasins Ikea et le nombre de prix Nobel, ce qui est totalement faux. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation et un biais de corrélation. Et puis derrière, il y a quelque chose de très important, c'est ce que l'on sait et ce que l'on croit. Donc là, je vous ai fait une matrice. Donc, par exemple, un prêtre croit que Dieu existe, mais ne sait pas qu'il existe. Et à l'inverse de cette matrice, vous avez ce qu'on appelle le déni. C'est quelqu'un qui sait que quelque chose existe, mais qui n'y croit pas. Et finalement, tous les KPI qu'on va essayer de mettre en place dans Google Analytics vont se situer au milieu de cette courbe, dans une position qu'on va dire rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas être au doigt mouillé. On ne va pas se dire « j'ai l'impression qu'il y a une difficulté pour un passage au panier » ou « j'ai l'impression que mes fiches produits ne sont pas bien ». Non, Google Analytics, en mettant en place un plan de marquage, en mettant en place de l'analyse de la conversion, va être rationnel. Il va vraiment vous dire la vérité. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de travailler uniquement avec de la donnée. Et puis, je vais enfoncer quelques portes ouvertes. Et notamment les tests. Alors, si on pouvait mettre le premier sondage, si c'est possible. J'ai souvent des sites internet où la première chose que je fais quand j'arrive, en fait, c'est que je vais pas me mettre directement dans Google Analytics, je vais tester l'ensemble des fonctionnalités du site internet. Que ce soit sur desktop ou que ce soit sur mobile, je vais tester l'ensemble des entonnoirs, l'ensemble des formulaires, l'ensemble des créations de comptes. Et l'idée, en fait, c'est déjà d'essayer de lever des bugs techniques. Alors là, par exemple, je vous montre un petit screenshot. Donc, le site est clairement visible. C'est le grand bornand en réservation. Et en fait, sur mobile,
Lorsque l'on essayait de sélectionner un forfait, donc vous aviez deux types de forfaits, un pour le grand bornand et un pour les Aravis, sur mobile et tablette, il était absolument impossible d'ajouter au panier. Tout simplement parce qu'on avait ce layer blanc qui se mettait sur la page avec l'ajout au panier absolument impossible. Du coup, correctif mis en place, explosion de la transformation sur mobile. Alors, j'y suis pas pour grand-chose, mais au final, je n'ai fait que tester les fonctionnalités du site. Et il me semble que c'est quand même la chose la plus importante. Et moi, j'aimerais bien savoir depuis quand est-ce que vous n'avez pas testé votre site internet et si vous l'avez fait dernièrement. Un autre bug technique que j'ai levé dernièrement sur un site de maison de retraite. Là aussi, sur mobile, le site avait mis en place ce qu'on appelle une RGPD. Et aujourd'hui, la RGPD demande en fait un bouton d'acceptation de l'envoi de données en fonction de la finalité du formulaire. Et en fait, ce bouton n'était pas présent sur la version mobile du site. Oubli de l'agence, oubli de vérification de la part de mon client, bref, peu importe. Le fait est qu'en fait, il était impossible de soumettre le formulaire sur mobile. Et du coup, quand j'ai pris en main le projet au mois de septembre, je me suis rendu compte qu'on avait des conversions assez faibles, correctifs mis en place, x10 en termes de transformation. Là aussi, on est loin d'être dans de l'analyse UX, mais on est dans du test. Et là, on a simplement retrouvé des données un tout petit peu plus pertinentes avec une hausse très forte de la transformation. Et c'est ce que je vous invite à faire, prendre le temps pendant une heure et demie, de tester l'ensemble de vos fonctionnalités sur vos sites. Vous l'avez peut-être pas fait depuis longtemps. Et puis bien sûr, on va passer maintenant à l'analyse directe dans Google Analytics. Alors, Analytics, c'est un énorme labyrinthe, hein. C'est 450 dimensions, c'est 350 métriques, c'est près de 100 écrans à l'intérieur de l'interface. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est simplement d'avancer en entonnoir. Essayez de trouver des pistes de déperdition sur votre site en partant de votre landing. Alors, landing au sens AdWords du terme ou page de destination en, en termes de visibilité de vos pages à la conversion. Moi, ce que j'aime bien faire également, c'est une fois que j'ai trouvé ces pistes de déperdition, j'essaye de pousser l'audience un maximum vers la conversion. C'est-à-dire que j'essaye de résoudre des problèmes sur des pages de catégories, sur des pages de produits, sur l'ajout au panier et ensuite sur le checkout de manière à ensuite libérer en fait le dernier checkout. Bien entendu, j'en parle avec mes clients et on peut aussi se permettre de faire le contraire. Tout dépend des objectifs. Et puis, bien sûr, on n'est pas sur de la vérité réellement établie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à reculer. On peut avoir une hypothèse de départ qui va s'avérer fausse ensuite en termes de test. Donc, on va revenir en arrière et on va vérifier d'autres choses. C'est assez chronophage, mais il faut garder en tête qu'on est là à tâtons. On n'est pas nécessairement dans la tête de l'ensemble de votre audience. Alors, on va passer à l'analyse de l'audience dans Google Analytics. C'est la première étape de l'analyse de la conversion. Donc, l'idée, là, c'est d'essayer de comprendre l'audience, c'est ce qu'on va appeler la Customer Journey. Donc, vous savez, aujourd'hui, on est sur une audience qui est de plus en plus changeante. On a un nombre de canaux nécessaires pour transformer qui ont tendance à exploser en fonction des différentes étapes de la Customer Journey de votre audience. Est-ce que je suis en phase de considération? Est-ce que je suis en phase d'intention? Ou est-ce que je suis en phase de décision avec des leviers qui pourraient être différents et des mécaniques en fait d'acquisition qui vont être différentes? On a aussi une audience qui est de plus en plus multi-device, qui va consulter une partie du site sur mobile et qui va peut-être finir sa transformation sur desktop ou le contraire. L'objectif de ce que je vais vous montrer ici, ça va être d'exploiter et de créer une sorte de matrice avec 3 KPI principaux. Quel est le délai de conversion moyen de mon audience? Donc là, par exemple, elle met 2,4 jours en moyenne pour transformer. Combien de touches je vais avoir besoin pour transformer? Alors, le nombre de touches, c'est l'équivalent du nombre de sessions. Il me faut une session, 2 sessions, 3 sessions ou X sessions pour pouvoir transformer, ce qui va pouvoir vous donner des idées en fait sur les mécaniques à mettre en place et sur les leviers à activer. Et finalement, le nombre de canaux. C'est-à-dire que j'ai pu faire 4 sessions, mais 3 depuis AdWords, une depuis AdWords au début, une en SEO, une en trafic direct, une en retargeting, etc. Et en fait, vous avez l'ensemble de ces informations dans Google Analytics et on va les distiller. Alors, comprendre le cheminement de votre audience, c'est 4 principaux écrans dans Google Analytics. Alors, j'essaie d'être clair avec vous, je vous fais des screenshots. On va commencer par ce qu'on appelle le délai de conversion. Donc, c'est une donnée hyper importante. Donc, en fait, tout se situe dans ce qu'on appelle l'entonnoir multicanaux
de l'interface de Google Analytics au niveau du délai de conversion. Et là, ce que vous allez retrouver, en fait, c'est après avoir sélectionné un de vos objectifs, pour le peu que vous ayez des objectifs de configurer, vous allez pouvoir savoir combien de temps en jour votre audience met pour transformer. Donc là, par exemple, dans mon screenshot, j'ai quasiment 90% de mon audience qui transforme en 0 jours. Donc, on est sur de la transformation hyper directe. Alors, l'idée, c'est pas vraiment de s'intéresser au zéro, c'est de connaître la part d'audience qui va mettre beaucoup de jours à transformer. Du coup, ça pourrait vous donner des indications sur des leviers à activer, de la relance panier, du retargeting, du remarketing ou d'autres typologies de leviers qui vont faire revenir votre audience sur votre site Internet. Déjà, là, c'est important. Le deuxième KPI de compréhension de votre audience, c'est le nombre de touches. Alors, là, ce n'est pas tout à fait dans le même écran. On va être dans la partie conversion, entonnoir multicanaux, dans la longueur du chemin. Et là aussi, vous allez retrouver des métriques une fois que vous allez sélectionner l'ensemble de vos… Comment avoir la longueur du chemin. Là aussi, vous allez simplement savoir, avec une matrice, si votre audience transforme en une session, 2 sessions, 3 sessions, 4 sessions. Et du coup, vous commencez à comprendre un petit peu quelles sont les mécaniques qui sont en jeu sur votre site Internet et les leviers que vous devriez peut-être activer. Et finalement, le troisième, qui est une analyse un petit peu complexe, qui s'appelle le nombre de canaux ou les chemins de conversion les plus fréquents. Alors, c'est une énorme matrice dans Google Analytics. Et il faut savoir que Google Analytics, depuis plusieurs années, se base non plus sur la visite, mais sur l'utilisateur. C'est-à-dire que Google Analytics, moi, Cédric, il est capable de savoir que je suis venu 4 fois depuis 4 leviers différents. Et en fait, dans ce tableau, il va les lister. Je suis venu en premier lieu en SEO, puis en SEA, puis en accès direct, et j'ai fait ma transformation après avec un autre levier. Et en fait, nous, on sort toutes ces données et on les analyse. Et l'idée, c'est de savoir s'il y a des interactions et des nombres de canaux qui rentrent en ligne de compte dans la transformation. Donc, on sort tout dans Excel et on obtient ce genre de matrice où là, par exemple, j'ai 45% de mes ventes qui se font en un seul canal. Donc, ce qu'on appelle la contribution, l'attribution et l'autonomie des canaux. Je vous invite clairement à faire ce type d'analyse pour savoir combien de canaux sont nécessaires pour transformer sur votre site, de manière à savoir si vous ne loupez pas des transformations. Et puis finalement, il y a un dernier rapport qui est extrêmement important dans Google Analytics et qui est souvent sous-estimé. Là, on va rentrer un petit peu dans la notion de contribution. Alors, il faut savoir que dans Google Analytics, quand vous créez un objectif, il y a une attribution, un taux de conversion qui est donné à la dernière source qui transforme. Et du coup, vous avez parfois des leviers qui ne sont pas faits pour transformer. Clairement, les réseaux sociaux, des publications Facebook ne sont pas nécessairement génératrices de chiffre d'affaires parce que c'est un canal qui va vous permettre de faire connaître votre site Internet et l'internaute reviendra ensuite, soit au travers d'un accès direct, soit à travers d'une campagne ou autre. Et donc, vous avez ce qu'on appelle dans Google Analytics un rapport qui s'appelle les conversions indirectes et qui va vous permettre déjà de faire des bons choix et de pondérer la performance de vos canaux. Donc là, je vous mets un exemple où en fait, vous vous retrouvez avec l'ensemble de vos canaux. Donc là, je fais un focus sur les réseaux sociaux. En fait, quand on analyse l'attribution d'une conversion au dernier clic, Google Analytics me dit il y a eu 66 conversions des réseaux sociaux. J'ai envie de dire c'est pas terrible, c'est pas très bien, je vais aller voir mon community manager, il faut mieux travailler. Mais en fait, on se rend compte qu'en regardant les conversions indirectes, c'est-à-dire est-ce que le réseau social est rentré à un moment donné dans la conversion, à l'étape 1, 2, 3, X, et bien on se rend compte qu'on multiplie presque par 2 sa capacité à transformer. Il a eu 29 conversions indirectes et 66 conversions directes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on cherche à analyser la performance de ces canaux et de se dire je veux arrêter les réseaux sociaux parce que ça ne transforme pas. Je vous invite également à regarder ce rapport, même si vous ne voulez pas rentrer énormément dans les données, mais ça permet de pondérer certaines choses. Vous avez des canaux qui sont en début de tunnel, vous avez des canaux qui sont en milieu de tunnel et vous avez des canaux qui sont là pour transformer. En général, les accès directs. Quand on a fait cette analyse et qu'on a fait cette matrice, on a une idée un petit peu de votre audience. Et donc, on va pouvoir analyser ces sources d'une manière un tout petit peu différente. C'est-à-dire que là, si je reprends mon exemple du trafic social, on peut se rendre compte sur la même période de temps, au final, que je pourrais me dire le taux de conversion de mon trafic social est de 0,68. Il est beaucoup plus faible que mes autres canaux. Mais en fait, c'était faux.
on a vu en fait qu'on pourrait pondérer presque de 50% la capacité de ce canal à transformer. Et l'idée, bien sûr, c'est toujours d'identifier quand même, en gardant ça en tête, les mauvais élèves, c'est-à-dire quels sont les leviers qui sont bloquants en termes de transformation. La deuxième étape que je vais vous conseiller de faire, alors qui est un tout petit peu complexe, c'est ce qu'on appelle les analyses des parcours. L'idée, en fait, ça va être d'être capable de cartographier l'ensemble de vos internautes. Donc, ce que l'on cherche à obtenir, au final, donc là, je vais prendre 3 exemples, un site e-commerce, un site de lead et un site de contenu, où en fait, on va essayer de partir d'une landing page, donc d'une page de destination, et de se dire, un internaute est obligé de passer par une catégorie, il est obligé de passer par un produit, il est obligé de passer par un ajout au panier ou ma page panier, et finalement de rentrer dans le checkout. Et ce qu'on va essayer de faire avec Google Analytics, c'est d'essayer de faire cette carte de déperdition et de se rendre compte à quel moment est-ce qu'on va avoir le plus de sorties ou de taux de rebond et quelle est la part d'audience que l'on va perdre le plus. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Bien entendu, sur un site de lead, ça pourrait être un tout autre parcours. Ça pourrait être l'arrivée sur une landing page, un clic sur un CTA qu'on va retrouver dans cette landing, l'arrivée sur une page de formulaire et finalement la soumission de ce formulaire. Et puis finalement, sur un site de contenu, ça va être par exemple l'arrivée sur une landing page et la mise en place de KPI sur un temps de lecture, etc. etc. Bien entendu, il faut savoir qu'on n'est pas dans une linéarité de la part de l'internaute. J'ai souvent des clients qui me parlent de parcours utilisateur. Il suffit de regarder le nombre de pages de destination sur un site internet pour se rendre compte qu'un internaute ne fait pas home page, catégorie, produit, ajout panier. Il est beaucoup plus volatile que ça, au final. Il n'en demeure pas moins qu'en fait, on a tous les outils pour construire ce genre de matrice dans Google Analytics. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se baser sur un écran qui s'appelle contenu du site dans la partie comportementale. Et en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle les vues uniques, les entrées, les taux de rebond et les taux de sortie. Alors, bien entendu, ça va nécessiter de parfaitement connaître son site internet et de pouvoir identifier les différentes typologies de pages de votre parcours. Donc là, je vais vous redonner un exemple. Il faut être en mesure d'identifier votre homepage. En général, c'est ce que vous allez retrouver dans Google Analytics avec le slash. D'identifier des pages de catégorie. Donc, peut-être que vous avez un pattern d'URL qui va vous permettre de les cibler d'un coup d'un seul, un numéro, un C underscore, quelque chose, ou un répertoire slash catégorie. Pouvoir identifier vos produits exactement de la même manière et pouvoir identifier les différentes parties de votre entonnoir. Voilà, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, on va faire attention aux biais. Bien entendu, vous avez parfois des volumétries de produits qui vont être plus importantes que votre volumétrie de catégorie. Et l'idée, en fait, c'est de pondérer un petit peu de l'ensemble de ces pages vues ou de ces pages vues uniques, parce que vous avez certainement plus de produits qui vont gonfler votre matrice. Alors, pour éviter tout ça, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les segments dans Google Analytics. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont les segments dans Google Analytics. Je vous invite à éventuellement répondre au sondage qui va pas tarder à apparaître. Mais en fait, il existe des fonctionnalités dans Analytics qui s'appellent les segments. Donc, en fait, les segments, c'est vous les appliquez. Et en fait, vous avez une restriction de l'ensemble de vos données. Vous en avez des natifs, par exemple. Vous avez un segment sur le référencement naturel, vous avez un segment sur les accès directs, vous avez un segment sur le trafic payant qui va vous permettre en fait d'analyser uniquement ce type de levier. Et puis, vous avez un autre type de segment qui s'appelle le segment séquence dans Google Analytics. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des internautes qui font une suite d'étapes? Donc là, je vous montre par exemple un screenshot où en fait, je vais chercher à analyser en fait la part d'audience qui va aller d'une page de catégorie à une page de produit. Donc en fait, je vais simplement créer ce qu'on appelle un segment séquence où je vais inclure en étape 1 une page qui sera égale à mes catégories et qui sera suivie ensuite par un internaute qui va avoir un produit, ce qui est censé être un parcours logique. Modulo certaines fonctionnalités de votre site, comme un ajout panier directement sur les pages de catégorie. Il faut connaître son site pour pouvoir faire ce genre de segment. Et donc là, si je dois traduire ce segment, c'est donne-moi le nombre de sessions où l'internaute voit une page de catégorie, puis qui, au cours de sa navigation, voit un produit. Et ça me donne cette barre, 4544. Et l'idée, c'est de recommencer, de multiplier ce type de segment et de noter les chiffres pour chacun de ces segments et d'obtenir, in fine, une matrice de déperdition de votre audience dans ce qu'on va appeler un parcours d'achat.
Donc là, par exemple, je mets le catégorie tout produit, le produit tout panier, l'ajout au panier vers la page panier et finalement le panier pour le purchase. Bien entendu, plus vous allez avoir de pages, de KPI, plus on va pouvoir affiner au final ces déperditions. Et donc, l'objectif, c'est simple, c'est clairement de cibler les problématiques. Donc, si on analyse rapidement ce graphique, qui est un vrai graphique, je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus que 55% de mon audience qui va vers le produit. C'est la seconde barre. Du coup, en fait, j'ai énormément d'audience qui regardent des catégories, qui flânent, mais qui ne vont pas vers le produit. Donc, je pourrais me dire peut-être que j'ai un problème d'image, de prix, de scroll, de longueur de produits, enfin de nombre de produits dans mes catégories. Voilà, ça, c'est des analyses qu'on va faire après, mais ça me permet de cibler et de me dire c'est ici qu'il faut que j'agisse. Et puis surtout, si on regarde encore ce graphique, je n'ai plus que 11% de mon audience au panier, ce qui est énorme. Donc, du coup, peut-être que j'ai aussi un problème au niveau de ma page produit. Est-ce que j'ai tous les éléments de réassurance? Est-ce que j'ai les bons prix? Est-ce que j'ai la livraison gratuite? Toutes ces réassurances qui permettent, en fait, au final, d'ajouter au panier. Donc voilà, ça, je vous invite à le faire. Les segments, c'est pas très compliqué à créer dans Analytics. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est justement d'identifier vos pages. Je vous invite à regarder tout ce qui est expression régulière pour pouvoir les créer. Donc, une fois que vous avez cette matrice, on va aussi pouvoir s'intéresser à une troisième chose en parallèle qui s'appelle le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, il faut savoir que, alors vous devriez tous le savoir, le taux de rebond, c'est ce qu'on appelle le nombre de sessions à un hit sur le nombre total de sessions. En gros, c'est un internaute qui va arriver sur votre page et qui va rien faire. Par contre, je vous invite à le prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que Google Analytics est un peu idiot. Il a besoin de faire une soustraction pour calculer le taux de rebond et ce n'est pas toujours possible. Je m'explique. Si vous arrivez sur un site internet et que vous y restez 5 secondes sans rien faire, le taux de rebond sera à 100%. Le deuxième cas, c'est que vous arrivez sur un site internet, vous restez 2 minutes sur la page et vous cliquez sur un lien du menu, par exemple, pour arriver sur une nouvelle page. Là, votre taux de rebond sera à 0%. Parce que Google Analytics sait que vous êtes arrivé sur une page, puis sur une autre. Et puis finalement, il y a le troisième cas qui est quand même un tout petit peu bizarre. Vous arrivez sur un site internet type Wikipédia, vous y restez 8 minutes à lire la page sur le coronavirus à l'heure actuelle. Si vous ne faites rien, si vous restez 8 minutes temps ordinateur, mais que vous n'y faites rien, votre taux de rebond sera quand même à 100%. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Et donc en fait, l'idée de l'analyse de taux de rebond, ce n'est absolument pas de se baser sur la moyenne de vos taux de rebond. Ça ne veut absolument rien dire. L'idée, c'est là aussi de pouvoir segmenter vos pages, votre home, vos catégories, vos produits, l'entonnoir de conversion et d'identifier ce qu'on appelle les pages distributrices de clics. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait cette identification, vous allez vous dire, une page de catégorie doit naturellement mener vers un produit. Ma landing page SEA, dans laquelle j'ai des boutons qui vont pointer vers un formulaire, vers quelque chose, doit nécessairement pointer vers ce formulaire. Une home page doit mener vers une page de promo, une mise en avant, des produits. Mais par contre, une page de contenu, par exemple une FAQ ou une page de recettes ou une page de contenu quand on a un site de presse, peut très bien mener vers rien, juste de la lecture. Et du coup, l'idée, c'est en fait, c'est un peu de pondérer en fait ces analyses en segmentant vos pages. Et là, je vous montre par exemple un écran où on est donc sur un site immobilier et on a segmenté toutes les pages. Donc en fait, on a les pages annonces, on a les pages de recherche, on a les pages de type agence, on a les pages de type annuaire. Et en fait, en les segmentant, on se rend bien compte qu'on a des taux de rebond qui sont complètement différents entre les différentes pages. Ma homepage a un taux de rebond de 27%, mais mes pages à annonce de 33%, tout simplement parce que j'ai des pages qui ne mènent pas nécessairement vers quelque chose. Donc, tout est à pondérer. Et donc, ensuite, on va prendre notre petite pelle et on va creuser. Donc, on va sélectionner une typologie de page qui va être censée être distributrice de clics. On va regarder si le taux de rebond est élevé et on va commencer à segmenter. Donc là, par exemple, on va segmenter ma homepage par type de source pour me rendre compte, par exemple, que j'ai un taux de rebond qui est 39% supérieur quand c'est un accès via les sites référents, ce qui est énorme parce qu'on a quand même près de 76 000 pages vues. Donc la question, je vais mettre une hypothèse de côté, je vais dire, mais pourquoi est-ce que mes accès référents possèdent-ils un taux de rebond 39% supérieur aux autres sources? Et donc je vais creuser. Je vais chercher quelles sont les sources référentes qui provoquent ce taux de rebond. Donc aller un peu plus dans la granularité que m'offre Google Analytics.
Donc, je vais isoler ce trafic et je vais aller dans ce qu'on appelle les sources et les supports, regarder exactement les mêmes métriques. Et donc là, je vais me rendre compte, en fait, que j'ai Logikimo, en termes de référent, qui m'envoie plus de 71 000 pages vues et pour lequel j'ai pardon, un taux de rebond légèrement supérieur. Alors, vous allez me dire 0,96% par rapport à la moyenne, c'est pas beaucoup. Oui, mais du coup, il m'envoie 71 000 pages vues. Donc, si j'arrive à contrebalancer ce taux de rebond, je vais énormément gagner. Donc, tout est question de priorité. Là aussi, il faut être capable de pondérer les propos. Je dois vous avouer que je pourrais m'intéresser à d'autres sources, mais ça ne va pas être le plus important. Et puis, je vais creuser. Donc, je vais creuser en mettant en place ce qu'on appelle les dimensions secondaires dans Google Analytics. Là, par exemple, dans cet écran, je regarde toutes les pages d'arrivée sur ma homepage, dont la page précédente est Logikimo. Et en fait, je me rends compte que j'ai 34 000 pages différentes de Logikimo qui m'envoient du trafic. Et là, vous pouvez voir les barres. Les barres, j'ai énormément de barres rouges. Plus 13%, plus 26%, plus 13%, plus 22% de taux de rebond par rapport à la moyenne du site, enfin, à la moyenne de ma homepage. Donc, ce qui est énorme. Et sur ces 34 000 pages, j'en ai 47% qui ont un taux de rebond beaucoup plus important que la moyenne. Et donc, en fait, j'ai été voir sur Logikimo, tout simplement. Et en fait, tous les liens qui pointent vers mon client, au final, ne sont pas dynamisés. Tout pointe vers la home page. Et pourtant, quand je regarde les pages de destination, je me rends bien compte que Logikimo met une bannière sur la page maison en Côte d'Armor ou appartement à Paris. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne dynamise pas le lien? Pourquoi le lien des maisons de Côte d'Armor ne pointe pas vers la catégorie maison Côte d'Armor de mon client? Voilà, ça c'est une analyse que vous pouvez faire pour faire du taux de rebond. Et puis finalement, pour aller sur des choses un tout petit peu plus simples, on va reprendre par exemple un exemple de page de catégorie où, donc là on est sur un vendeur de jouets en bois qui vend un top produit qui sont des cuisinières pour les petites filles ou les petits garçons. Et donc en fait, on avait un taux de rebond qui était quand même très élevé, près de 60% de taux de rebond, donc très peu d'interaction de la part de l'audience avec les produits qui se situent à l'intérieur de la page. Et en fait, effectivement, très peu de produits à l'intérieur, seulement 4 produits, parce que des cuisinières en bois, il n'y en a pas des masses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste revu un petit peu, on a un peu triché. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté d'autres typologies de produits, des casseroles en bois, des sets de légumes, ce genre de choses. Et du jour au lendemain, en fait, on a perdu, dès qu'on a mis en place cette mécanique, 30% de taux de rebond en moins sur cette page de catégorie. Donc, l'hypothèse était très simple, hein, c'était page par page, revoir la structure de la page, aller sur la page, toujours la même chose, se rendre sur la page, regarder le nombre de produits, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas assez, par exemple, et mettre en place des actions. Donc ça, c'est très rapide. Et puis là, du coup, c'est ma cliente qui s'occupe de ce taux de rebond parce que j'estime que c'est plus à elle de le faire en étant sur son site tous les jours. Mais on pourrait très bien le faire, sans aucun souci. L'idée, c'est de sensibiliser et de faire monter en compétence aussi nos clients sur ce type de sujet. Et puis finalement, la dernière étape, c'est l'analyse de l'entonnoir de conversion. Donc, je vais rentrer déjà dans une chose un tout petit peu technique. C'est que vous avez beaucoup de CMS, PrestaShop, Magento, Drupal ou Commerce, qui génèrent du e-commerce, mais au final, où on n'est pas dans des entonnoirs de conversion. On est dans ce qu'on appelle une passoire de conversion. Un entonnoir de conversion, c'est censé être un tunnel. Et dans les tunnels, il n'y a pas de fenêtre. La première recommandation que j'aurais tendance à vous faire, c'est d'aller regarder l'entonnoir de conversion d'Amazon. Quand vous commandez sur Amazon, une fois que vous êtes sur la page panier, vous n'avez plus rien, plus de menu, plus de produits relatifs, plus de lien vers les pages de réassurance. Une seule issue de secours et éventuellement le lien dans le logo. Mais l'idée, en fait, c'est de minimiser les pertes. L'idée, c'est si vous avez un internaute qui doit quitter votre site, qu'il le quitte, qu'il ferme son navigateur, mais qu'il ne puisse pas retourner vers la home, de manière à avoir l'analyse la plus claire possible. Et donc voilà, premier conseil, faites un tunnel de conversion et pas une passoire de conversion. Et puis, l'entonnoir de conversion dans Google Analytics, alors je ne sais pas si vous en avez déjà configuré sur votre site, mais une fois que c'est configuré, ça ressemble à ce type de matrice. Donc en fait, vous allez renseigner chacune des étapes qui mènent à une conversion. Donc là, par exemple, je vous mets le panier, la connexion, la livraison, le paiement et la transaction. Et en fait, vous allez avoir la possibilité de déceler l'ensemble des étapes qui sont fuyantes.
Alors l'idée, bien entendu, c'est d'abord de s'attacher aux étapes qui vont avoir le plus de déperdition. On va aller au principal et bien sûr derrière de filtrer selon, les navigateurs, les mobiles afin de savoir si vous n'avez pas, par exemple, un vieil Internet Explorer ou un vieux Safari app qui serait bloquant ou alors une version de site mobile, BlackBerry, par exemple, qui serait, légèrement bloquante. Et puis derrière, optimiser par petites touches. Donc, mesurer les changements à l'aide de tests A/B, mesurer l'efficacité des tests A/B et surtout y aller progressivement pour ne pas se noyer dans la donnée que vous allez recevoir. Alors, simplement pour tenter de vous expliquer un petit peu les données, en fait, dans chacun des entonnoirs de conversion, vous avez, au-delà de la ligne verticale, vous avez toujours ce qu'on appelle une entrée et une sortie. Donc, il y a deux choses sur lesquelles vous devriez absolument vous intéresser. C'est du côté des entrées, ce qu'on appelle les entrants, c'est-à-dire le nombre d'entrées qui sont faites sur cette étape. En toute logique, il est absolument impossible d'avoir ce type de données sur une page panier. Sauf si vous avez mis en place ce qu'on appelle des stratégies de relance par mail ou des stratégies d'abandon de panier. Mais en toute logique, sur une page panier, vous n'êtes pas censé avoir des entrées. Et là, par exemple, dans le screenshot, donc j'ai 7778 internautes qui sont rentrés sur ma page panier, dont 1274% directement sur la page panier. On se renseigne et voilà. Et finalement, le dernier KPI, c'est ce qu'on appelle les exits, c'est-à-dire les internautes qui quittent l'étape à cet endroit-là. Et c'est de loin le KPI le plus important. Plus vous allez avoir d'exits, plus vous avez un problème sur votre page. Et puis finalement, après, vous avez deux grands KPI qui sont le passage aux étapes, qui est un calcul tout simple. 7778 entrées sur mon panier pour 7375 sorties. Ça me fait 403 personnes qui ont continué. Donc voilà, ça me fait que 5% de passage à l'étape de panier, ce qui est vraiment très faible. Et finalement, le taux de conversion qui va correspondre au taux de conversion de l'objectif et non pas de votre conversion. Et maintenant, c'est là où on va passer à des choses intéressantes. C'est que logiquement, une fois que vous avez fait ça, vous avez compris votre audience avec le nombre de touches, compris vos différentes sources en les pondérant. Donc, problématique de source, problématique de vos rôles de source. Vous avez analysé vos landings sur le taux de rebond et les taux de sortie. Vous avez analysé votre parcours et vous avez analysé votre tunnel. Et puis, bien évidemment, en fait, il va manquer une étape essentielle. Parce que là, ce que vous savez, c'est vous avez un taux de rebond fort sur tel type de page, vous avez une étape bloquante sur l'étape 1, vous avez ceci, cela qui bloque. Mais au final, ce qui va vraiment vous manquer, en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse de comportement. L'idée, c'est de savoir pourquoi cette étape est réellement fuyante. Quels sont les éléments dans la page qui sont bloquants? Est-ce que c'est le positionnement de CTA? Est-ce que c'est l'absence de CTA? Est-ce que l'internaute a vraiment vu mes données? Et c'est là où on va rentrer en fait dans la vraie valeur ajoutée de ce type de prestation et de Google Analytics qu'on va pousser dans ces retranchements techniques. Donc là, je vais vous montrer par exemple un entonnoir classique donc, qui a été fait sur Data Studio. Hein, c'est joli ou c'est pas joli. Mais en gros, on a listé la page panier, on a listé la page de livraison, le billing et le success. Et en fait, mon constat était très simple. Je voyais bien qu'on avait une déperdition forte entre la livraison et l'étape du choix du paiement. Donc, entre le deuxième bloc gris et le troisième bloc gris avec presque 50% d'audience perdue. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est est-ce que l'internaute, à cette étape, choisissez un mode de livraison ou cliquez sur le suivant. Et donc, en fait, on a mis en place des micro-conversions pour essayer de les traquer. Ce qui fait qu'au final, une fois qu'on a mis en place toutes ces micro-conversions, on a eu une vision un tout petit peu plus claire de la perte de notre audience. Et en fait, on s'est rendu compte que l'audience qui arrivait sur le bloc de livraison ne faisait rien. Simplement rien. Je n'avais que 9300 personnes qui choisissaient un mode de livraison pour 8867 passages à l'étape précédente. Ce qui fait qu'en fait, on avait une audience qui ne voulait pas sélectionner un choix de livraison, ni même cliquer sur le bouton suivant. Alors, ce qui a été mis en place, donc une grosse mécanique, c'est qu'on a mis en place du click and collect, tout simplement. Un troisième mode de livraison gratuit, donc on a déjà levé un frein, et en fait, en mettant en place ce nouveau mode de livraison, on a gagné 8% de passage à l'étape suivante et 6% de taux de transformation sur ce type de conversion. Donc, absolument génial. Mais la micro-conversion nous a permis de lever des freins et mieux voir comment agissait l'audience. Ce que j'aime bien mettre aussi pour mieux comprendre les micro-conversions, c'est ce qu'on appelle le scroll tracking.
Alors, vous êtes peut-être nombreux à avoir déjà ce type de fonctionnalités qui sont presque du natif dans Google Tag Manager, où vous allez savoir que 25%, 50%, 75% ou 100% de la page a été vue. Moi, j'aime pas trop ce KPI parce qu'au final, on ne sait pas les pourcentages si on a de la déperdition sur des blocs bien précis. Donc là, par exemple, ce qu'on a mis en place sur un site qui vend des madeleines, c'est qu'on a découpé toute la page selon les différents blocs HTML. Et l'idée, en fait, a été de construire une matrice de déperdition comme vous allez pouvoir retrouver, par exemple, dans un Hotjar ou dans un Yandex Metrica. Et en fait, sur la home page du site, en fait, pour chacun des blocs HTML, dès que l'internaute scrollait et voyait un des blocs, on envoie une information à Google Analytics. Donc, on envoie, par exemple, ici dans Screenshot, home page, slider, vue. Les produits relatifs vus, le configurateur vu, tous les éléments qui constituent la home page. Donc, on l'a mis que sur la home, ça pourrait se faire sur des catégories, une page de formulaire ou autre. Et en fait, toute l'idée, c'est qu'on se retrouve en dernière colonne avec l'ensemble de la déperdition de l'audience. Et pour se rendre compte, donc par exemple pour ce client, un des KPI principaux, c'était l'inscription à l'espace pro. Et donc, en fait, on se rend compte, ligne 4, que l'espace pro n'est vu que par 13% de l'audience, ce qui est très peu. Donc la mécanique, c'est simple. Hein. C'est si vous voulez augmenter les effets mécaniques, remontons le bloc plus haut dans la page. Alors bien sûr, sans dégrader le reste de ces données. Et puis bien sûr, derrière, on traque en plus de la visualisation le clic. Donc là, par exemple, toujours pour cet espace pro, il a été vu 357 fois, mais seulement 6 clics. Du coup, ce n'est pas nécessairement sur la home page que j'aurais envie de mettre ce type de bloc. Ça n'a pas l'air d'être pertinent. D'une part, 13% de l'audience le voit, et derrière, un 200e de l'audience clique dessus. Donc, ce qui est absolument ridicule. Changeons le positionnement de ce bloc et mettons, pourquoi pas, quelque chose ailleurs. Et puis finalement, ce dont on est fier, c'est ce qu'on appelle l'analyse de formulaire. L'analyse de formulaire, il faut savoir que l'ensemble des sites en possèdent. Même 80% des sites, 90%, 100% des sites mettent en place des formulaires, alors que ce soit des formulaires de création de compte, des formulaires de lead, des formulaires de soumission de contact, etc. Mais dans Google Analytics, il faut savoir qu'on n'a que deux métriques au final pour bien les mesurer. On a l'objectif et l'entonnoir de conversion. Et puis derrière, on a deux calculs qu'on va pouvoir faire, bien entendu. Le taux de conversion, qui est natif dans Google Analytics et qui va se calculer de la manière suivante, réalisation de l'objectif sur le nombre de sessions. Mais au final, ce KPI, il n'est pas du tout pertinent parce que vous prenez la masse entière de votre audience, 100 000 visiteurs, sans tenir compte d'éventuels newsletters, d'éventuels leviers, et puis vous avez un taux de conversion de 3, 2, 1%. Le deuxième KPI que je vous conseillerais de mesurer, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement, c'est la réalisation de l'objectif sur la page vue du formulaire, d'un formulaire ou de la page précédant la transformation. Là, déjà, on a un KPI qui est un tout petit peu plus pertinent parce que du coup, vous allez vous intéresser à une audience qui est déjà intéressée. Et du coup, vous pouvez voir la fluctuation de ce taux d'engagement dans le temps et en fonction des optimisations que vous allez mettre en place. Alors, tout ça, c'est bien, mais au final, ce n'est pas suffisant, à notre sens. Parce que Google Analytics, c'est un outil de mesure de la performance. En gros, la seule chose qu'il va être capable de vous faire, et au travers du taux d'engagement, c'est le ratio page vue sur soumission. Mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de performance. Donc, par exemple, dans le cas d'un formulaire, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais savoir le nombre de pages vues de ce formulaire, bien évidemment, mais qui le voit réellement au scroll, qui rentre dans le premier champ, qui rentre dans le champ 2, 3, X, selon la longueur de votre formulaire, qui tente de le soumettre et échoue, et finalement, qui le soumet réellement. De manière à non plus avoir deux KPI, mais une série quasiment illimitée de déperditions. Et l'objectif, c'est de répondre aux questions suivantes. Qui voit le formulaire? Qui entre dans le premier champ? Quels sont les champs renseignés ou sautés par votre audience? Et finalement, où abandonne l'audience? Et tout ça, en fait, on peut le faire directement dans Google Analytics. Alors, avec Google Tag Manager, bien entendu. Alors, l'idée, c'est de mettre l'ensemble de ces micro-conversions et donc d'être capable de savoir si l'utilisateur voit le formulaire, les entrées, les soumissions, avec à chaque fois des données reliées au chiffre d'affaires, à la performance du levier ou au taux de conversion. Donc, en fait, on rajoute des KPI et qu'on peut analyser exactement de la même manière que si vous faisiez une analyse classique. Donc là, par exemple, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on a les pages vues, la visibilité, l'entrée dans le premier champ, les entrées et la soumission.
Et donc, en fait, on arrive à avoir des super constats. Donc là, je vous mets un exemple, par exemple. Donc, c'est un site de recrutement CV, plus de 70 champs dans le formulaire. Non, vous ne rêvez pas. 70 champs pour une demande de recrutement, c'était juste énorme. Donc, en fait, on a mis en place cette matrice. Donc là, je voulais un petit peu scinder pour avoir juste les champs obligatoires pour pas que ça prenne trop de place dans la présentation. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, l'audience avait absolument presque pas de déperdition jusqu'au champ 70 et 71. Oui, le champ 70 et 71, qui sont les champs de téléchargement du CV et le champ de téléchargement de photos. Et en fait, on s'est rendu compte que cette déperdition, elle était énorme sur mobile. Tout simplement parce que sur mobile, vous n'avez pas votre CV sur vous. Et vous avez certainement des photos, mais peut-être pas les plus sympathiques. Du coup, avec ce type d'analyse, on a pu avoir deux constats. Un vrai problème d'engagement sur le formulaire. On avait une forte part d'audience qui arrivait sur le formulaire, mais très peu qui rentrait dans le premier champ. Et le deuxième, c'était qu'on avait un fort pourcentage de l'audience qui démarrait, donc on était reparti de notre premier champ, mais par contre, une très faible part qui n'atteignait pas le dernier champ, donc un vrai problème de longueur de champ. En gros, on a tout réorganisé et je vais vous montrer les résultats après. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir en fait une recommandation hyper claire. Identifier les champs bloquants, suppression des champs non obligatoires mais non renseignés. Alors l'idée que je pose toujours à mes clients, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des champs non obligatoires? S'ils sont non obligatoires, il ne faut pas les mettre, tout simplement. Je vais parler par exemple sur PrestaShop du champ numéro de téléphone fixe. Plus personne n'a de numéro de téléphone fixe. Ou les doubles champs, le mobile et le téléphone. Je vais parler par exemple d'un autre client qui demande le numéro de sécurité sociale. Et puis ensuite, il vous demande votre date de naissance, votre genre, votre département de naissance. Alors qu'avec un JavaScript, à partir du numéro de sécurité sociale, on peut reconstruire ce genre de champ. Le genre, le mois, le département de naissance et pré-remplir tous les champs. On pourrait gagner ainsi 6 champs rien qu'avec un numéro de sécurité sociale. Bien derrière, on peut améliorer le texte du formulaire pour améliorer l'engagement, rendre les champs compliqués non obligatoires. Et finalement, ce que j'ai toujours tendance à conseiller pour avoir une meilleure vision de la déperdition de votre audience, c'est de mettre tous les champs très compliqués tout au début du formulaire. Typiquement, quand vous avez rempli 70 champs sur un formulaire de recrutement et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre CV sur vous, je peux vous dire qu'il y a peu de chances que vous reveniez sur le site. Donc l'idée, c'est de tout basculer. Mettez les champs compliqués au début, de manière à faciliter derrière vous votre analyse. Et puis ça va pas compliquer non plus le cheminement de votre audience. Soit il va revenir, soit il remplira jamais le formulaire. Et donc là, je vais vous donner quelques petits exemples. Ici, on est sur un site de maison de retraite, avec dans le service à la personne plutôt, avec les différents ratios. Alors, 100% de l'audience voit le formulaire, mais par contre, j'ai 10% de l'audience qui s'engage dans le premier champ. Énorme déperdition. Recommandation, on va travailler un petit peu la réassurance, on va travailler le texte, on va travailler l'ensemble des choses. C'est en cours à l'heure actuelle. Deuxième exemple, sur un site cette fois-ci de maison de retraite, on s'était rendu compte qu'en fait, on avait très peu de déperdition dans l'ensemble des champs. Et à un moment donné, l'avant-dernière colonne, on s'est rendu compte qu'en fait, le champ CGU, donc d'acceptation des conditions générales d'utilisation du formulaire, était inférieur au nombre de soumissions. Étrange quand même, c'est un champ obligatoire, mais on s'est surtout rendu compte qu'en fait, les gens oubliaient de le remplir, oubliaient de cocher cette case. Donc, l'idée, c'était de mettre plus en avant ce champ. Et puis finalement, sans trop vous embêter, on a également un client là, qui est en B2B, donc avec un site qui est uniquement dédié aux professionnels. Et en fait, on a une inscription de compte. Alors, tout se passait bien au niveau du formulaire. Donc, on peut regarder les 7, 8, 9 premières lignes de cette analyse se passent très bien. Et puis, d'un coup, champ bloquant, qui est le champ SIRET, parce que c'est un champ qui est extrêmement compliqué. Et là, on perd quasiment les 2 tiers de l'audience. Donc là, l'idée a été simple. On remonte simplement le champ, simplement pour éviter les déperditions et mieux analyser les données. Et puis éviter à son audience de faire 10 champs, 12 champs pour se rendre compte qu'elle n'a pas son numéro SIRET sur elle. Et puis finalement, quelques résultats que je vais vous présenter. Un site d'immobilier où en fait, on s'était rendu compte qu'on avait un fort taux de rebond sur un formulaire d'estimation, avec un taux de sortie très important sur un formulaire multi-étapes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé sur certains sites de faire des formulaires d'estimation. Ils demandent votre vie.
sur l'estimation de vos maisons. Votre mail, votre foyer, votre adresse, l'ensemble des choses. Et je pense que c'est un peu rédhibitoire, ces espèces de sites qui vous envoient des leads pour faire de l'estimation de maison. En fait, alors que là, dans ce cas précis, on a un formulaire qui est fait vraiment en moins de 5 minutes. Donc, on a simplement rajouté la phrase. Et comme l'audience ne voyait pas les différentes étapes du formulaire, Cédric, oui, je suis désolé, je vois que tu ne voyais pas le chat. En fait, il faut vraiment penser à conclure. Désolé, comme je sais qu'on a démarré avec un petit peu de retard, mais si tu peux conclure et on va passer à l'autre conférence après. Je suis vraiment désolé de devoir faire ça. très bien, pas de souci, c'est presque fini. Merci, je te laisse conclure. Très bien. Voilà, donc simplement de l'estimation, 50% taux d'engagement. D'autres exemples avec 8% de conversion, simplement avec ce petit champ CGU que je vous ai réglé tout à l'heure. Le champ avec mes 70 champs, plus 70% de taux de conversion dès qu'on a revu l'ensemble des éléments. Et ensuite, bien entendu, c'est simplement, je vais passer tout ça, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à hiérarchiser des hypothèses. Donc, je vous laisserai regarder la présentation. Le potentiel de l'optimisation, est-ce que c'est important? Est-ce que je vais gagner énormément en transformation? L'importance, c'est est-ce que ça va générer beaucoup de chiffre d'affaires et finalement les efforts, que ce soit des efforts techniques d'un point de vue de développement, parce que ça nécessite du développement, bien sûr, pour mettre en place ce type d'optimisation. Et l'idée, en fait, c'est simplement de faire une moyenne entre 1 et 10 et de faire une moyenne pour pouvoir, en fait, prioriser vos hypothèses. Voilà, c'était simplement les 2 premières étapes de l'optimisation de la conversion. Après, il vous restera les tests, la mesure et la mise en production. Je suis désolé, on m'a un petit peu pressé. On a démarré avec un peu de retard et je finis pas avec du retard. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si on va avoir le temps pour des questions. Je vous souhaite une bonne journée.